Madame Tonnet, je vous remercie au nom du Musée de la Vie Wallonne de nous accueillir pour nous relater votre vécu et celui de vos parents, frères, mères, pères, durant les heures sombres de l'occupation. Voilà, nous sommes venus vous interviewer, nous vous remercions pour votre accueil. Donc, je suis née le 19 juillet 1925, après Georgette en 1908, Joseph en 1909, Victor en 1914. Mon père, grand homme politique, était voyageur de commerce en grains, puis député permanent à Liège de 1936 à 1950. Il s'appelait Joseph Tonnet. C'était un homme très intègre qui respectait les opinions adverses. Il avait épousé Céline Le Charlier, début 1940, arrêté par la gendarmerie belge en même temps que l'épouse de mon frère, Victor, qui avait combattu pendant la guerre civile en Espagne. Ils étaient incarcérés en Namur. Le 21 juin 1941, l'Allemagne déclare la guerre à l'Union soviétique. Quelques jours plus tard, les Allemands se présentent à notre domicile. Prévenu, mon père s'est réfugié non loin chez ma sœur. Ils arrêtent maman comme otage et quoique âgé de presque 16 ans, ils me recherchent également, même au lycée que je fréquentais. Ce jour-là, j'avais congé. Je me trouvais également chez ma sœur. À midi, nous nous préparons à nous mettre à table quand une voiture s'arrête, c'est la police allemande. Nous nous réfugions, papa et moi, chez des voisins en passant par les jardins. Heureusement, ma sœur a eu la présence d'esprit d'enlever nos couverts. Nous nous réfugions chez un camarade de papa. Le lendemain matin, on vient chercher mon père en camionnette pour le conduire à Biercé, près de Thoin, où il restera pendant toute la guerre, circulant de temps en temps à Thoin, Binche et Nivelles. Moi, je pars en vélo chez un cousin de mon beau-frère, près de Lavaux-Sainte-Anne, où je reste 3 jours. Pas habituée, je laisse un billet sur la table en disant que je retourne chez moi. Arrivée à l'entrée de Huy, une dame de mes connaissances m'annonce que je suis toujours recherchée. Je passe la nuit chez elle. Le lendemain, mon frère Joseph, prévenu, m'emmène chez lui à Liège, toujours en vélo. Nous passons par les campagnes. J'y reste jusque la sortie de maman du fort de Huy, où elle a été incarcérée pendant 4 mois. Mon frère Victor se cachait à Andenne, est arrêté un jour par les gendarmes belges. Il était avec un ami, possédait des engins pour saboter un train. Incarcéré à Namur, il tente de s'évader en décellant les barreaux de sa cellule. On l'expédie à Liège un matin très tôt. Les Allemands l'emmènent avec un autre détenu pour être interrogé par la Geheimpolizei. Mon frère met un pied contre la portière qui ne se ferme pas complètement et parvient au premier ralentissement de la voiture à s'enfuir dans la nature. Il va chez mon frère Joseph, qui habite derrière la citadelle de Liège, emporte des vêtements et part vers les campagnes de Raucourt. Il circule la nuit et dort le jour tapi dans les bois. Il rejoint Bruxelles, puis partira dans la région de Charleroi. Son domicile clandestin est à Fontaine-l'Évêque, dans une ferme où se cachaient également des évadés russes. On y cachait aussi des uniformes allemands, des armes, un camion, etc. Nous allons avec maman à des rendez-vous chez une parente de mon père à Bruxelles. Ces rencontres à Bruxelles nous apprennent que mon frère Victor a été commandant des partisans de Charleroi. Malheureusement, un mouton s'était introduit dans leur groupe et leur avait donné rendez-vous à la gare de Marchienne-au-Pont. Au lieu du rendez-vous, une fusillade éclate, des tués dans les 2 camps. Mon frère parvient à rejoindre Fontaine-l'Évêque, mais le traître connaissait son logement. Quand les Allemands arrivent, mon frère se sauve dans les champs. Un Allemand tire et l'atteint à la gorge.
La balle ressort par la bouche. Il l'emmène en ambulance à Saint-Gilles. Nous recevons une lettre demandant des vêtements, puis plus rien. Je me rends à la Gestapo, à Bruxelles, demandant ce que mon frère est devenu. L'officier me dit qu'il est sorti depuis quelques jours, qu'il va rentrer chez nous. Et nous avons su par après qu'il était allé à Brendonck avec 3 camarades. Ils sont revenus à Saint-Gilles le 14 avril, après 4 mois de torture. Le 13 au soir, il a assommé un gardien, a pris les clés, ouvert les portes de la cellule de ses amis. Malheureusement, à la dernière porte, ils sont tombés sur une patrouille qui les a tabassés. Le lendemain, 14 avril, ils étaient fusillés au tir national. Mon frère, 27 ans et demi, Raymond Génen, Franz Mikkels, et le 4e dont j'ai oublié le nom. J'ai eu l'occasion, en accompagnant les enfants d'une école de Huy, de rencontrer Benoît Mikkels, décédé actuellement, qui se trouvait dans une cellule voisine de celle de mon frère, qui m'a dit que suite à la balle reçue dans la bouche, mon frère avait eu des difficultés pour parler. Je fréquentais toujours le lycée, je suis accostée par un jeune que je connaissais, c'était Gustave Hoppitom, qui me demande si je veux faire partie de leur groupe. C'était le Front de l'Indépendance, j'accepte. Nous avons eu quelques réunions chez le frère de maman qui tenait un café, place du Tilleul. L'occupant avait réquisitionné des chambres pour y occuper 4 soldats employés au téléphone qui se trouvaient à la gare de Huy-Sud. Mon oncle fera de la résistance sans sortir de chez lui. Passage de lettres, d'armes, etc. Malheureusement, il a été tué ainsi que sa sœur dans le bombardement du 18 août par les Américains. Je retourne à moi. 2 responsables du groupe sont arrêtés avec un revolver et de plus la lettre portant les faux noms. Après avoir reçu des coups, ils donnent les vrais noms et le 29 novembre, les Allemands arrêtent les inscrits sur la liste. Nous sommes incarcérés à la prison de Huy, au Scray. Grâce à un Allemand, je peux faire passer des lettres pour ma mère qui s'occupe de trouver des résistants qui viendront le 31 décembre nous délivrer très tôt le matin. Ils entrent dans la prison en même temps qu'un geôlier belge qui prend son service. Les soldats sont maîtrisés, renfermés dans une cellule. Je demande à un de mes libérateurs ce qu'il faut faire. Il me répond « Vous êtes dehors, tirez votre plan ». Maman m'attendait à gauche, ils me font sortir à droite. J'avais reçu une lettre de maman m'informant que la cousine X, j'ai oublié le nom, devait s'accoucher le matin du 31. Donc j'ai préparé toutes mes affaires qui étaient dans la boîte, je me suis habillée. Et quand l'Allemand est venu ouvrir le Judas, il s'est demandé pourquoi j'étais déjà habillée. J'ai répondu que nous devions partir à Liège. Il dit mais non, ce n'est pas vrai. Quand je suis sortie, je me suis rendue en face de la clinique où ma sœur tenait une épicerie. Elle me demande « Tu n'as pas vu maman ?» Elle t'attend. Quelques minutes plus tard, maman revient et directement me conduit chez une cousine de papa dont l'époux me conduit à l'entrée de Marchins en longeant le bois. Je vais chez un vieux couple connu depuis des années. La dame me dit « Tu ne peux pas rester ici, demain je reçois de la famille. Ma petite fille Hilda va te conduire chez une de mes filles. » Heureusement, toujours par le long du bois, car les gardes wallonnes demandent déjà les cartes d'identité sur la grande route.
Je reste là 3 jours, puis mon frère Joseph vient me chercher pour m'emmener à Liège par les campagnes. À ce moment, on me procure une fausse carte d'identité. Je reste à Liège chez une sœur de maman. Et ils ont fait une erreur ici, ils ont marqué que c'était ma tante qui a été vue par un Allemand, qui était justement logé chez mon oncle, mais c'est moi qui ai été vue par cet Allemand. Il a demandé à mon oncle si j'étais sortie, si c'était les Allemands qui m'avaient libérée ou si j'étais sortie avec les autres. Donc, alors prévenu, on m'a envoyé chez le frère de mon oncle, le mari de la sœur de maman, entre Vielsalm et la baraque Fréture, dans un petit village à Joubieval, où je reste jusqu'à la libération en septembre. Tout ce qui s'est passé est oublié, sauf la perte de mon frère Victor, qui avait une fille née en 1936 et un fils en 1939, décédé depuis quelques années. L'épouse de mon frère a été internée au camp de Ravensbrück depuis le début 1944 jusqu'en 1945. Je pense qu'on n'a jamais parlé de Monsieur Leflot de Tihange, beau-frère de Léon Knapp, président de la CNPP pendant quelques années. Monsieur Leflot a été fusillé au tir national et enterré à Tihange. Voilà tout ce que je leur ai écrit. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui. Alors, d'abord sur le parcours de votre père. Donc, si je comprends bien, il était mandataire du PCB, du Parti communiste de Belgique. Oui, c'est lui qui est un fondateur, Voilà. oui, avec Lahaut. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. C'était un ami de Julien Lahaut. RLCOM, oui. Et donc, il a été député permanent, comme on disait à l'époque, de 1936 à 1950. Oui. C'est bien ça. Qu'avait-il comme attribution? Député permanent, il s'occupait des écoles, comme je suis allée une fois à une école professionnelle. Et puis alors Lierneux, le centre tout près de Nandrin. Avant d'arriver à Nandrin, il y a des écoles à droite là. Oui, oui. Et il s'occupait de ça aussi. Donc il était député provincial de l'enseignement. Ben, je notamment. suppose, oui, oui. Donc votre père a été, si je comprends bien, recherché lorsque les Allemands ont déclenché l'opération Barbarossa dans le cadre du décret solstice d'été, qui, Oui. si je ne me trompe, avait pour but d'incarcérer les membres du Parti communiste belge, mais aussi de certains membres du Parti ouvrier belge. Oui. Donc, Julien Lahaut, on le sait, a été incarcéré au fort de Huy, mais il s'est évadé en se blessant. Oui, maman l'a vu. Arthur Masson, qui est l'auteur de Toine Culot, a lui-même été incarcéré au fort de Huy. Oui. Et de même que Léon-Élie Troclet, du Parti ouvrier belge. Oui. Vous pouvez me confirmer? Oui, oui. Et bien d'autres. Personnellement, dans ma famille, j'ai un arrière-grand-oncle qui a été incarcéré alors qu'il n'avait rien fait. Je pense que les Allemands prenaient aussi des gens pour faire pression sur la famille. Est-ce que vous pouvez confirmer? Ah, ça se peut, oui. Mais vous êtes d'accord que la plupart des internés au fort de Huy étaient surtout des prisonniers politiques? Il y avait peu d'Israélites. Il y avait des prisonniers politiques et il y avait, avec maman, il y avait une juive, par exemple. Et vous confirmez qu'il y avait aussi des Français du Nord-Pas-de-Calais, Oui. dont certains oui. ont été fusillés au fort de Huy. Oui, oui.
Parce que je pense qu'il y a eu une douzaine de fusillés. Il paraît, d'après ce que j'ai entendu dire, que mon frère Victor serait venu par la rue sous le château, il y a un chemin qui amène Oui, oui, au oui, fort, oui, donc. oui. Hein. Et il serait venu là, il l'aurait sauvé des Français. Parce que, pour remettre les choses dans leur contexte, le nord, à l'époque, le nord de la France était rattaché à la Belgique, donc ils avaient le même commandant militaire allemand. C'est Oui. pour ça qu'ils ont raflé des communistes du Nord-Pas-de-Calais, qu'ils ont amenés au fort de Huy. Mais est-ce que Oui. vous pouvez confirmer que le fort de Huy était un camp très, enfin, une forteresse très dure, mais n'avait rien à voir avec Brendon, qui là, il y avait des séances de torture, des fusillades régulières, etc. Oui, c'est pas du tout la même chose, sauf... C'est un camp de transit, si on veut dire, parce que certains ont après été à Ravensbrück pour les femmes, Oui. à Neuengamme, à Sachsenhausen, à Dora, Oui. etc. Oui, parce que quand on les conduisait à la gare pour aller dans les camps, les gens ne pouvaient pas sortir, ils devaient fermer leurs portes, elles ne pouvaient pas circuler, donc. Donc votre père réussit à fuir, Oui, mais votre maman est incarcérée 4 mois à la citadelle de Huy. oui. Vous pouvez me rappeler de quelle date à quelle date, grosso modo? Ben, c'est aux environs du 16 juin, donc directement après le... Peu avant, enfin, au moment de l'entrée en guerre des Allemands contre l'URSS. Oui, c'est ça, oui. Je ne sais plus exactement si c'est C'est aux alentours du 21 juin, puisque l'opération 21 juin, parce que oui. l'opération s'appelait Solstice d'été. Oui, donc, oui. voilà. Et elle est sortie au mois de septembre. Et alors, à ce moment-là, mon frère, qui était incarcéré à Liège, Votre frère Victor. mon frère Victor, oui. Quand il s'est sauvé de Liège, de la voiture, les Allemands ne pouvaient pas tirer parce qu'il y en avait un autre dans la voiture, ils ne pouvaient pas l'abandonner. Et comme il faisait noir, ils n'auraient pas su Donc ça tirer. s'est passé la nuit. Et ces Allemands Très tôt le matin. Ces Allemands étaient de la Gestapo. Oh, certainement, oui. Ce n'étaient pas des collaborateurs. Non, 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 c'était des Allemands. Oui. Et c'était pour le conduire, comme il y avait ici à oui, rue d'Italie, la Geheimfeldpolizei, parce que j'en ai vu à la prison qui sont allés, donc quand ils revenaient, ils étaient arrangés quand même. Hein. Oui. Ah oui, Et il y au en fort a. de Huy aussi, il y avait quand même des mauvais traitements au fort de Huy aussi. Mais c'est-à-dire quand Lahoud a voulu se sauver avec, je ne saurais plus dire qui, moi, ils étaient 2, 3, je crois, à vouloir se sauver. Ben, il a été battu là-haut. Les autres détenus croyaient qu'il était mort. Mais c'était un colosse. Il était très costaud. Et alors il était couché par terre. Et maman, on faisait passer les prisonniers devant lui, donc, et maman a vu qu'il bougeait un bras, et elle a su qu'il n'était pas mort. Donc. Est-ce que vous pouvez confirmer, donc, la garnison du fort de Huy était composée de soldats de la Wehrmacht, je pense, mais ils ne dormaient pas tout le temps là-bas. Ils étaient casernés en ville, et puis il y avait des relèves, etc. Ou alors il y avait une garnison permanente d'Allemands au fort. Ben, il y avait une garnison permanente, ça c'est certain. Mais où ils avaient leur... où ils logeaient, c'était à la caserne rue du Vieux-Pont. Rue du Vieux-Pont. Oui. Et vous pouvez confirmer aussi que la commandante Tour se trouvait dans le bâtiment qui abritait l'ancien hôtel L'Aigle Noir. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Et alors, ils sont venus un jour chez mes parents, mais avant la guerre déclarée avec la Russie, et justement, le poste de radio était arrêté sur un poste anglais, Daventry, si c'est possible, ça, oui. Et alors, ils ont saisi le poste, et c'est mon beau-frère qui est allé le rechercher à la commandanture et qui a dû payer une certaine somme pour avoir le poste. Et il ne marchait pas, il n'était pas ouvert, mais rien que... Si vous voulez bien qu'on parle un peu de votre frère Victor,
Donc, vous nous dites qu'il a été commandant des partisans armés de Charleroi, puisqu'il s'est caché là-bas. Il a été Andenne avant, D'abord à Andenne. oui. Déjà chez les partisans armés? Oui, 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 certainement, oui. Oui, ils avaient fondé avec papa, ils avaient fondé le journal L'Espoir, Un journal clandestin. le journal clandestin, oui. Donc, Pendant la guerre, mon frère Victor est allé sur la grande place mettre un drapeau au-dessus d'un pylône qui se trouvait à peu près en face où ça a été le Diasmatas, là. oui, donc sur Il y la grande avait- place de Huy, là. Sur la grande place de Huy, il y avait un pylône et il est allé tout au-dessus parce que mon frère Victor, il ne faisait rien à l'école. Il est Il allé était un peu rebelle. à l'école technique, il ne faisait rien de bon. Mais votre père, lui, était pacifiste, anti-franquiste, et n'aurait pas, vous m'aviez dit au téléphone qu'il n'aurait pas fait de mal à une mouche, qu'il n'aurait jamais pris. Ah non, 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 il n'était pas. Il n'aurait pas pris une arme, non, non, jamais. Non. Et donc votre frère Victor faisait les 400 coups, et c'était une tête brûlée, on peut dire. C'était une tête brûlée. Il est allé 2 fois. Il a dû revenir une fois pour l'accouchement de sa femme, donc, pour l'aînée, Nadia, qui habite dans la Drôme, où nous sommes allés l'année dernière. Maintenant, elle a acheté un petit appartement à Valence, parce que dans la Drôme, donc, il faut faire beaucoup de kilomètres pour acheter un pain. C'est un département assez reculé et qui se Ah, désertifie. c'est le bout du monde là-bas, oui. Et alors, son mari qui vit toujours, qui a 93 ans, elle a la maladie d'Alzheimer. Et alors, Alors si on peut encore revenir, je sais bien que c'est assez pénible sur votre frère Victor. Il est pris. Pourquoi est-il emmené à Brendong? Vous m'avez parlé du bourgmestre Rexis de Charleroi. il a tué le bourgmestre. J'ai un livre, j'ai un livre cartonné avec tout ce qu'il a fait, écrit, je ne sais pas son nom, mais Baligan qui était avec. Vous avez déjà entendu parler de Baligan, Raoul Baligan, Oui. qui n'a pas été arrêté, lui. Donc ils étaient plusieurs et ils ont assassiné le bourgmestre Rexis de Charleroi, donc un ami de Léon de Grelle finalement. Ben, c'est-à-dire, En quelle année? donc, En ça doit 44. être en 1942. 42. Oui. Alors, il est emmené à Brendong. C'est-à-dire que il est allé, quand ils l'ont arrêté, puisqu'un Allemand l'avait blessé, ils avaient commencé à faire un tunnel en dessous des champs, parce qu'au bout de la prairie, il y avait une voie de chemin de fer. Et s'il avait pu arriver jusqu'au chemin de fer, il aurait pu être sauvé. Mais il n'a pas eu le temps, l'Allemand a tiré un coup de revolver et il l'a touché à la nuque et la balle est sortie. Et ce n'est que quand je suis allée à Brendong avec les enfants que j'ai appris par le frère d'un qui a été fusillé avec lui qu'il avait des difficultés pour parler. Maman n'a jamais su ça. Vous confirmez que la garnison du sinistre camp de Brendong était composée de SS flamands notamment. Moi je l'ai lu en tout cas. Ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, quand je suis allée à la Gestapo, mon beau-frère n'a pas osé entrer avec moi. Il avait peur qu'on ne le prenne. Et alors, ils m'ont dit, ben, votre frère, il est sorti, il va rentrer chez vous, m'a-t-il dit. Il parlait très bien le français. Et vous pensez, Ben, ce n'était pas chez moi qu'il revenait, il avait été envoyé à Brendong. vous pensez qu'il a été torturé à Brendong? Oui, il a été torturé, certainement, oui. Et alors, Oui. il va être fusillé le 14 avril 44, c'est bien ça, au tir national à Bruxelles? 43. 43. 43.
Donc vous, à ce moment-là, vous étiez au lycée de Huy, donc ce qu'on Oui, appelait à l'époque les moyennes, l'école moyenne, qui oui. se trouve actuellement dans ce qu'on appelle le quadrilatère. C'est bien? Non, non, c'est Non, pas le autant pour moi. quadrilatère, c'est rue Grégoire Baudard. D'accord, rue Grégoire Bonheur. Euh, vous êtes contacté par un monsieur Opitom qui vous demande de rentrer dans le Front de l'Indépendance, qui était une organisation communiste dirigée par Fernand de Magny. C'est bien Ben, ça? ce n'était pas Oui. vraiment communiste Mais parce que... oui, je sais que c'était pluraliste, mais les communistes y étaient présents. Ah Parce oui, que de Magny était quand même de tendance communiste. oui. Et alors, il y en a un qui a été dans un camp en Allemagne, qui habitait à Saint-Léonard, qui s'occupait, c'était lui qui prenait les inscriptions. Et comme il a été arrêté, moi je n'ai jamais été inscrite au Front de la Dépendance. Je n'ai pas, j'ai pas eu le temps. Donc. Mais j'avais quand même à ce moment-là une fausse carte d'identité. Parce que quand les Allemands sont venus pour m'arrêter, quand mon frère Joseph est venu à la maison, maman était partie voir papa à ce moment-là, elle allait de temps en temps le voir, pas toujours à Biercé, il circulait dans d'autres localités également. Moi, je suis allée à Nivelles le voir. Et alors, j'avais fait un sac, parce que là, pendant la guerre, il fallait tirer son plan, on faisait les affaires soi-même. J'avais fait un sac et un petit morceau de la doublure qui était décousu et un morceau de la carte d'identité qui dépassait. Les Allemands n'ont pas vu. Heureusement. Ah oui? Oui, parce que rien que pour ça, c'était assez grave. Donc vous êtes prise vous êtes emmenée le 29 novembre à la prison d'Ouy. Vous m'aviez dit au téléphone qu'ils avaient hésité à vous envoyer à la citadelle. Oui, Oui. nous sommes allés vers la citadelle jusqu'au quai d'Outrebanne. Et là, ils ont reçu l'ordre de faire demi-tour et d'aller à la prison. Et Alors, là, on a été mis au secret. est-ce que vous avez souffert de mauvais traitements lors de votre incarcération là-bas? Non, Vous étiez jeune. ben oui, mais Donc, j'avais peur. je m'en doute. J'avais peur J'aurais parce eu peur que aussi. celui qui interrogeait, c'était un boucher avec des bras. C'était un Belge? Non, un Allemand. Hein. C'était la Geheimfeldpolizei, La Gestapo. la police criminelle. Et quand il mettait son sac sur la table, j'avais toujours peur qu'il me prenne une matraque. Mais ils m'ont interrogé, pas pour ce que j'étais en prison, ils m'ont surtout interrogé pour savoir ce que mon frère avait fait, malgré qu'il savait qu'il était fusillé, et ce que papa était devenu. Moi, j'ai toujours dit, il paraît qu'il est en Espagne. Quand le 31 décembre, les, les résistants, ils étaient combien à peu près? Ils étaient à peu près 17. Et donc ils sont rentrés avec un geôlier belge. Oui. Et est-ce qu'ils ont tiré ou est-ce qu'ils se sont contentés de mettre Non. en joue les gardiens? Non, parce que celui justement qui venait ouvrir les cellules, c'était celui qui passait les lettres. C'était un Allemand qui était quand même humain, oui. C'était un fermier qui habitait tout près de la frontière danoise. D'ailleurs, son nom, c'était Johan Ibsen, c'est pas un nom allemand. C'est un nom à consonance scandinave. Oui. Alors là, je m'interroge. Donc, vous pensiez, donc, quand vous êtes sorti de la prison, est-ce que vous avez tourné en direction de la rue d'Italie ou du côté du Vieux-Oui? Non, du côté de oui. Moi, je suis allée jusque la rue en bas des Crépales, là. Oui, Et il y en a qui sont montés la rue des Crépales. oui, Ils sont allés par le chemin des Chapelles. oui. Là, ils ont rencontré un Allemand et ils l'ont tué. Et cet Allemand-là avait des photos sur lui qui ont été publiées dans les journaux. 2 photos dans un camp en Allemagne, des prisonniers qui étaient pendus.
Alors, vous avez parlé du rôle des gardes wallonnes. C'était des collaborateurs Oui, oui. rexistes, ou de tendance rexiste. On peut comparer ça à la milice française, un petit peu, à la milice de Pétain, etc. C'était des auxiliaires de l'armée allemande, enfin plutôt de la police secrète allemande. Les gardes wallonnes. Les gardes wallonnes, Des rexistes. c'était des rexistes, oui, habillés en noir. Et donc il y avait des Hutois qui sont rentrés dans les rangs des rexistes. Parce que ma grand-mère m'en a parlé. Ah oui, Elle en a oui, connu, oui, oui. Il y en avait un de oui, qui avait deux noms. Et il a été arrêté un jour par des résistants. Et naturellement, il a dit, pas son vrai nom, le nom qu'il avait, ils l'ont laissé passer. S'ils avaient le nom d'emprunt. Ouais. le nom d'emprunt. S'il avait dit son vrai nom, ben directement, il passait par les armes. Hein. Donc quand vous partez, ils demandaient déjà les cartes d'identité quand vous étiez à l'entrée de Marchin. Oui, oui. Et c'était les gardes wallonnes. Oui, oui. C'était pas les Allemands. Donc vous vous réfugiez dans les Ardennes, près de Vielsalm et de la baraque Freiture. Et comment viviez-vous? Comment est-ce que vous mangiez, etc. Ah ben, j'étais dans une famille où il y avait 8 enfants là-bas. C'était le frère du mari de la sœur de maman, donc. Il était marchand de bestiaux. J'ai circulé là-bas, je suis allée dans les bois. J'ai rencontré des hommes qui se cachaient là-bas dans les bois. Je n'ai pas eu de contact avec parce que... Des maquisards, donc des gens qui... Des maquisards, oui. J'aurais bien voulu rentrer dans un groupe à l'insu des personnes qui m'hébergeaient, parce qu'ils n'auraient pas été d'accord, certainement, mais je n'ai jamais rencontré personne. Alors, je vais vous poser une dernière question concernant l'épouse de votre frère Victor. Quand a-t-elle été envoyée à Ravensbrück? En 1944, vous dire la date exacte. Donc, elle y a été jusqu'à la libération du camp en 1945. En 1945. Quand elle est revenue, elle était quand même dans un état vraiment affaibli. Elle est revenue par la Suède, je crois. D'après ce qu'elle m'avait dit, elle avait tous les organes atteints. Elle était malade, oui. Et donc, Madame Tonnet, je vous remercie beaucoup pour l'entretien que vous nous avez accordé. Nous nous trouvons ici devant la Meuse et le pont de fer, donc le pont du chemin de fer. Alors, l'aviation américaine, des bombardiers, ont voulu viser notamment ce pont et d'autres infrastructures vitales pour les Allemands lors d'un bombardement qui a eu lieu le 18 août 1944. Il faut savoir qu'ici se trouvait, comme à l'époque à Liège, mais dans d'autres villes aussi, une piscine sur la Meuse. Et il faisait très beau ce jour-là, mais les bombes ne sont pas toujours tombées au bon endroit. Donc des baigneurs sont morts, d'autres ont eu des membres arrachés et les blessures étaient nombreuses. De nombreux blessés et de nombreux morts, mais les Américains, à juste titre, voulaient détruire les infrastructures logistiques qui auraient pu aider les Allemands. Nous nous trouvons ici devant une plaque commémorative commandée par les vétérans de Léopold III en 1992 à Madame Teresa Di Pinto, diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Liège, sculpteur de talent, qui a réalisé ce portrait de nos 5 premiers rois. C'était une commande et je veux lui rendre hommage ici. Ici ont été fusillés en avril 1944 5 patriotes, dont des Français originaires de Nancy et Quiévrain, puisque les Français du nord de la France, notamment communistes,
ont été incarcérés ici. Vous vous trouvez ici devant une plaque qui commémore les 15 personnes emprisonnées qui sont mortes ici à la citadelle de Huy de 1940 à 1944, dont des Français et même un Anglais mort en 1940. Nous nous trouvons ici devant la poterne principale de la citadelle de Huy qui a été construite pendant la période hollandaise, donc avant l'indépendance belge de 1830. Il est inutile de préciser que ce fort n'était plus en état de résister aux attaques d'artillerie dès la Première Guerre mondiale. Nous nous trouvons ici dans la salle d'écrou de la citadelle de Huy, où les pauvres détenus communistes, socialistes, réfractaires avaient un accueil peu agréable, comme vous pouvez le constater par le décor derrière moi. Nous nous trouvons ici en face d'un cachot où étaient internés les prisonniers récalcitrants ou mis au secret. Je ne voyais pas mon père. Mon frère était... On jugeait que, comme il ne trouvait pas mon père... C'est dans cet espace qu'étaient étroitement surveillés les détenus de la sinistre citadelle de Huy pendant la période 1940-1944. Des témoignages dessinés par Daxley, qui est un artiste qui fut interné ici, en témoigne. Je vous rappelle qu'Arthur Masson, l'auteur de Toine Culot, a été emprisonné ici. Julien Lahaut, le fondateur du Parti communiste belge, également. De même que Léon Élie Troclet, grand militant et mandataire du Parti ouvrier belge. Il faut savoir qu'existe également un journal américain qui évoque par une photographie prise certainement de manière clandestine une, je cite grosso modo, une sinistre citadelle perchée sur une colline hutoise où sont enfermés dans des conditions infâmes des prisonniers politiques et des résistants. C'est ici que Madame Tonnet, avec 6 camarades, fut incarcérée en 1943 et libérée par un commando de partisans armés le 31 décembre 1943. Ils sont rentrés avec le gardien belge qui devait reprendre son service à ce moment-là. Je précise que les résistants n'ont tué aucun Allemand de la garnison et que les évadés ont dû s'enfuir par leurs propres moyens.